Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série Renforcement en sciences. Dans cette vidéo, nous continuons le chapitre 2 et nous nous penchons ce coup-ci sur la dérivation des sinusoïdes et des exponentielles complexes. Alors, les objectifs de ce chapitre. D'abord, nous introduirons sans démonstration les développements en série de Taylor et de Maclaurin pour en déduire des dérivées de fonctions utiles usuelles. Parce que les développements de série de Taylor et de Maclaurin constituent une application assez directe de la dérivation. Nous allons étendre la dérivation aux fonctions complexes et principalement aux exponentielles complexes. Nous allons étudier des dérivées très utiles en physique et commencer à étudier le lien entre la donnée d'un modèle mathématique et les équations différentielles que l'on peut lui associer. Ce chapitre doit permettre de commencer à éclaircir la question des équations différentielles, en posant des repères que nous réutiliserons plus tard dans le cadre du cours de traitement du signal, quand nous reprendrons cette question des équations différentielles en utilisant l'outil puissant que constitue la transformée de Laplace. On verra que l'on sera amené à procéder de manière analogue pour étudier la question des équations dérivées partielles, et plus particulièrement la question des équations de propagation d'onde. Mais ça, ce sera en se penchant par exemple sur l'acoustique. Commençons par les développements en série de Taylor, qui constituent une application directe de la dérivation. Alors on dit qu'une fonction f est développable en série de Taylor sur un intervalle i contenant x0 si elle est de classe c infini, c'est-à-dire que la fonction et que toutes les dérivées existent sur cet intervalle, et que son développement en série de Taylor s'écrit au voisinage de x0 sur i, f de x égale f de x0, plus la somme de n égale à 1 plus l'infini, des dérivées nième de x0, que multiplie x moins x0 puissance n sur n factoriel. Donc la notation f à la puissance, entre parenthèses, n, calculée en x0, ça correspond en fait à la notation de la dérivée nième de f évaluée en x égale x0. Si on tronque le développement en série de Taylor à l'ordre 1, on obtient l'approximation linéaire, puisque constituée d'un polynôme d'ordre 1, suivante pour la fonction f au voisinage de x0. f de x égale f de x0, plus la somme qui se réduit à n égale 1, donc plus f' de x0, que multiplie x moins x0, puisque x moins x0 à la puissance 1, c'est x moins x0, et que 1 factoriel, c'est 1. Donc on a donc f de x égale f de x0 plus f' de x0, que multiplie x moins x0, auquel il faudra rajouter un terme d'erreur, en petit o de x moins x0, où la notation petit o de x moins x0 signifie que l'erreur commise en ne prenant pas en compte le reste du développement en série de Taylor est quelque chose qui est négligeable par rapport à la fonction x moins x0. Donc ce développement, f de x égale f de x0 plus f' de x0 que multiplie x moins x0, correspond à l'équation de la tangente à la courbe représentative de f CF au point de coordonnées x0, f de x0. Alors maintenant, un développement en série de Maclaurin. En fait, si on peut effectuer un développement en série de Taylor au voisinage de x égale 0, on parle alors de développement en série de Maclaurin. Il est donc défini par, simplement, f de x égale f de 0, plus la somme de n égale 1 plus l'infini, des dérivées nième de n calculées en 0, que multiplie x puissance n sur n factoriel. Alors, maintenant quelques développements classiques de Maclaurin, dont vous pourriez essayer de retrouver les expressions en calculant en fait les dérivées, donc en 0. On va introduire grand R, le rayon de convergence, et ce rayon de convergence signifie que le développement de Maclaurin n'est valable que sur un intervalle qui s'écrit moins R grand R, où moins R et grand R sont tous les deux exclus. Le premier développement de Maclaurin intéressant, c'est 1 sur 1 moins x, qui est égal à 1 plus la somme de n égale 1 plus l'infini dx puissance n. Auquel cas, R, ça vaut 1. Donc, ce développement n'est valable que sur l'intervalle moins 1 exclu, 1 exclu.
À partir du premier développement, si on remplace x par moins x, on vérifie qu'on peut avoir 1 sur 1 plus x qui est égal à 1 plus la somme de n égale à 1 plus l'infini des moins 1 puissance n, x puissance n, avec toujours grand R égale 1. Si on regarde ce qui se passe pour le logarithme de 1 plus x, son développement en série de Maclaurin, et qu'on le dérive par rapport à x, on voit qu'on va tomber sur 1 sur 1 plus x. Donc il y a un rapport direct entre le développement de ln de 1 plus x et celui de 1 sur 1 plus x. Donc le développement en série de Maclaurin de ln de 1 plus x, on doit pouvoir vérifier que c'est la somme de n égale à 1 plus l'infini des moins 1 à la puissance n plus 1 que multiplie x puissance n sur n avec toujours grand R qui vaut 1. Maintenant 1 plus x à la puissance alpha, c'est 1 plus la somme de n égale à 1 plus l'infini de ce vecteur bizarre de coordonnées alpha n que multiplie x puissance n avec R égale 1. Alors, ce vecteur bizarre de coordonnées alpha n, c'est simplement une écriture compacte pour désigner factoriel alpha sur n factoriel que multiplie alpha moins n factoriel. Si on simplifie, en fait, on voit que c'est alpha que multiplie alpha moins 1 que multiplie alpha moins 2 jusqu'à la multiplication par alpha moins n plus 1 sur n factoriel. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que si on se limite à l'ordre 1, l'approximation de 1 plus x à la puissance alpha, c'est 1 plus alpha x plus un petit taux de x au voisinage de 0. Par exemple, si on considère alpha égale 1,5, on a donc 1 plus x à la puissance 1,5, soit racine de 1 plus x, son développement limité au voisinage de 0, c'est 1 plus 1,5 x, donc 1 plus x sur 2, plus un petit taux de x. Alors, exponentielle x, son développement en série de Maclaurin, c'est 1 plus somme de n égale à 1 plus l'infini des x puissance n sur n factoriel, ce que l'on peut réécrire sous la forme somme de n égale 0 à plus l'infini des x puissance n sur n factoriel. Et ce coup-ci, le grand R, il vaut plus l'infini. Donc on peut exprimer l'exponentielle x pour n'importe quelle valeur de x à partir de ce développement en série de Maclaurin. On sait que l'exponentielle x, c'est cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x. Et que cosinus hyperbolique de x, c'est la partie paire de l'exponentielle. Donc du développement en série de Maclaurin d'exponentielle x, on peut en déduire celui de cosinus hyperbolique de x en ne retenant que la partie paire. Ce qui nous donne cosinus hyperbolique de x, qui est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini des x puissance 2n sur 2n factoriel, avec toujours grand R qui est égal à plus l'infini. De la même manière, sinus hyperbolique de x, c'est la partie impaire, donc son développement en série de Maclaurin, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini, donc des termes impairs, donc des x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Et on a toujours grand R qui vaut plus l'infini. Toujours en considérant le développement en série de Maclaurin d'exponentielle x, si je remplace x par jx, j'obtiens le développement d'exponentielle jx, qui s'écrit somme de n égale 0 à plus l'infini de jx à la puissance n sur n factoriel. Et là aussi, le rayon de convergence, grand R, c'est plus l'infini. Puisque exponentielle jx, c'est cosinus x plus j sinus x, quel que soit x appartenant à R, et que j carré, ça vaut moins 1, du développement en série de Maclaurin d'exponentielle jx, on en déduit celui de cosinus x, qui correspond à la partie paire d'exponentielle jx. Auquel cas, cosinus x, c'est la somme de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel, avec R qui est égal à plus l'infini. Et c'est l'utilisation de ce développement en le limitant, je sais pas, à l'ordre 7 ou 9, par exemple, qui va permettre en fait de mettre en œuvre le calcul des cosinus x dans les calculatrices, par exemple. De la même manière, le sinus x, ça va correspondre à la partie impaire du développement d'exponentielle jx. Donc sinus x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, toujours avec grand R qui vaut plus l'infini. Alors, intéressons-nous à la question des dérivées des sinusoïdes. Et nous commençons par les dérivées des sinusoïdes simples. Alors, on sait que cosinus x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel, quel que soit x appartenant à R. On peut donc calculer sa dérivée. Donc la dérivée de cosinus x, c'est la dérivée du développement en série de Maclaurin,
Mais comme j'ai une somme et que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, donc utilisation de la propriété de linéarité de la dérivée, je peux dire que c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n sur 2n factoriel que multiplie x puissance 2n dont je prends la dérivée. Or, x puissance 2n, sa dérivée c'est 2n x puissance 2n moins 1. Donc quand on injecte en fait ce résultat dans le développement de la dérivée de cosinus x, on voit qu'on a du 2n sur 2n factoriel, et donc du coup on va pouvoir simplifier en fait l'expression. Ce qui s'écrit, si on met un moins 1 en facteur devant la somme pour des raisons qui apparaîtront après, on a donc moins somme de n égale 1 à plus l'infini des moins 1 puissance n moins 1 que multiplie x puissance 2n moins 1 sur 2n moins 1 factoriel qui résulte de la simplification de 2n sur 2n factoriel. Si on fait le changement de variable k égale n moins 1, donc 2n moins 1, c'est égal à 2k plus 1. Et donc, du coup, on peut réécrire la dérivée de cosinus x sous la forme moins somme de k égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance k que multiplie x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. Alors, on sait que le développement de sinus x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, quel que soit x appartenant à R. Donc on en déduit que quel que soit x appartenant à R, la dérivée de cosinus x est moins sinus x. Alors, on peut aussi dériver l'expression de sinus x, quel que soit x appartenant à R. Donc de la même manière, la dérivée de sinus x, on va la déduire à partir de la dérivée en fait de son développement en série de Maclaurin. Alors comme c'est la somme d'un polynôme, la dérivée de cette somme de polynômes, c'est la somme des dérivées des polynômes. On a donc somme de n égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n sur 2n plus 1 factoriel que multiplie la dérivée de x puissance 2n plus 1. La dérivée de x à la puissance 2n plus 1, c'est 2n plus 1 que multiplie x puissance 2n fois 1. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Donc on va pouvoir simplifier par 2n plus 1 pour obtenir 1 sur 2n factoriel. Donc sinus x, sa dérivée, c'est donc somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel. Or, le cosinus x, on sait que son développement en série de Maclaurin, c'est somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel. Donc on en déduit que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, quel que soit x appartenant à R. Donc, ce qu'il convient de retenir pour le moment, c'est que quel que soit x appartenant à R, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Intéressons-nous à la dérivée de sinusoïde de fonction. On sait que la dérivée de f de g de x, c'est f' en g de x que multiplie g' de x, soit encore la dérivée de f calculée en g de x par rapport à g de x, que multiplie la dérivée de g par rapport à x calculée en x. On a vu aussi que cosinus x, sa dérivée, c'est moins sinus x. Et que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. On peut donc en déduire que l'on a encore, quel que soit x, tel que u de x existe et est dérivable, la dérivée de cosinus de u de x, ça nous donne la dérivée de cosinus u de x par rapport à u de x, ce qui nous donne, puisque la dérivée du cosinus c'est moins sinus de u de x, que multiplie la dérivée de u de x par rapport à x, donc u' de x, soit moins u' de x sinus de u de x. De la même manière, on peut vérifier que la dérivée de sinus de u de x, c'est u' de x que multiplie cosinus de u de x. Je vous encourage évidemment à vérifier en fait ces deux résultats en utilisant les données dont on dispose. Maintenant, intéressons-nous à l'utilisation des sinusoïdes en physique. Alors, on s'intéresse au signal S de t, défini comme étant égal à A sinus oméga t plus phi, quel que soit t appartenant à R+, où A appartient à R plus étoile, et correspond à l'amplitude de la sinusoïde, oméga appartient aussi à R plus étoile et correspond à la pulsation, phi est un réel, et correspond à la phase à l'origine. Alors S de t, c'est la forme sinus U de t. Donc on va pouvoir calculer successivement ces dérivées d'ordre 1 et d'ordre 2, notamment sur R+.
Donc la dérivée d'ordre 1, c'est d de s sur dt calculé en t. C'est donc la dérivée de sinus u qui nous donne a cosinus de u, donc a cosinus oméga t, que multiplie la dérivée par rapport à t de u, où ici u de t c'est oméga t plus phi. Donc que multiplie la dérivée d'oméga t plus phi par rapport à t. Alors ce qui se passe, c'est que quand on regarde en fait oméga t plus phi, c'est un polynôme d'ordre 1 en t. Donc la dérivée de oméga t c'est oméga, et la dérivée de phi qui est une constante c'est nul. Donc du coup la dérivée par rapport à t d'oméga t plus phi c'est oméga. Donc d de s sur dt calculé en t, au final c'est a oméga que multiplie cosinus oméga t plus phi. Si on s'intéresse maintenant à la dérivée d'ordre 2 de s par rapport à t calculé en t, on repart de la dérivée de s par rapport à t calculé en t, on la dérive à nouveau par rapport à t. Donc on a donc déjà le a oméga, on a la dérivée du cosinus qui va nous donner un moins sinus, donc moins sinus de quoi? De oméga t plus phi, que multiplie à nouveau la dérivée par rapport à t de la fonction u de t, donc oméga t plus phi, dont on a vu que la dérivée par rapport à t d'oméga t plus phi, ça donnait oméga. Donc quand on fait les simplifications, on s'aperçoit que la dérivée deuxième de s par rapport à t calculée en t, c'est moins oméga 2 sinus de oméga t plus phi. Comme s de t c'est a sinus oméga t plus phi, on s'aperçoit que la dérivée d'ordre 2 de s par rapport à t calculée en t, c'est moins oméga 2 s de t. On peut remarquer que l'on a trouvé que d2 de s sur dt carré en t, c'est égal à moins oméga 2 s de t, ce que l'on peut réécrire sous la forme suivante. Dérivée deuxième par rapport au temps de s en t plus oméga 2 que multiplie s de t est égal à 0. Ce qui correspond à la forme canonique de l'équation de l'oscillateur harmonique libre, sans effort appliqué, que l'on rencontre en physique. Donc à retenir, il est important de noter que la donnée du modèle mathématique s de t égale a sinus oméga t plus phi, quel que soit t appartenant à R, impose la relation liant s de t et sa dérivée temporelle d'ordre 2. Pour complètement définir s de t, il faut être en mesure de déterminer a, oméga et phi. Souvent en physique, on a des informations sur la définition de oméga. Par exemple, une expression du type racine de k sur m en mécanique vibratoire, ou 1 sur racine de LC pour une association LC série en électronique. Donc, comme il reste deux inconnus, a et phi, il faut introduire encore deux relations supplémentaires pour pouvoir déterminer complètement le signal s de t. Alors ces relations, ce sont les conditions initiales pour le signal et sa dérivée d'ordre 1 à l'instant initial t égale à 0. Alors pour vous entraîner, vous pouvez essayer de calculer les dérivées d'ordre 1 et 2 ainsi que les équations associées pour les signaux du type a cosinus de oméga t plus phi, a exponentielle moins alpha t sinus d'oméga t plus phi, et a exponentielle moins alpha t cosinus d'oméga t plus phi, où alpha est un réel strictement positif. Maintenant, nous allons nous intéresser à la dérivée des exponentielles complexes. Notre point de départ, c'est la relation d'Euler. Donc d'après laquelle on sait que l'on a exponentielle jx c'est cosinus x plus j sinus x, quel que soit x appartenant à R. Alors on pourrait utiliser les résultats des sinusoïdes pour établir les résultats. Mais utiliser les exponentielles complexes directement sera plus facile et plus rapide. Donc c'est la méthode qu'il faudra retenir dorénavant. En effet, on peut considérer exponentielle jx comme la composition des fonctions f de x égale exponentielle x et g de x égale jx. Or, on connaît la dérivée de exponentielle de u de x, puisqu'on sait que c'est u' de x que multiplie exponentielle u de x pour tous les x tels que u de x de classe C1 sur l'intervalle i. Puisque j est un nombre, certes imaginaire, pur, on conçoit très bien d'étendre la dérivation à jx en utilisant le résultat suivant. La dérivée de lambda x, c'est lambda, quel que soit lambda appartenant à R ou C. Donc la dérivée de jx, c'est j, quel que soit x appartenant à R. Donc on sait que la dérivée de jx, c'est j. On sait que l'exponentielle ux, sa dérivée, c'est u' de x que multiplie exponentielle u de x. Maintenant, on peut en déduire que la dérivée d'exponentielle jx, c'est la dérivée par rapport à x de jx,
que multiplie exponentielle jx. Comme la dérivée de jx par rapport à x, c'est j, on a simplement la dérivée d'exponentielle jx qui est égale à j exponentielle x. Et plus généralement, par extension du principe de la dérivation des fonctions composées, l'exponentielle de u de x plus j v de x, sa dérivée c'est exponentielle u de x plus j v de x, que multiplie u' de x plus j v' de x, et ce quel que soit x appartenant à i. Si u et v sont évidemment deux fonctions à variable réelle de classe C1 sur i. Alors, quelques remarques. Exponentielle jx, sa dérivée c'est j exponentielle x. Donc c'est j que multiplie cosinus x plus j sinus x d'après la relation d'Euler. Et quand on développe, on constate que exponentielle jx, sa dérivée c'est moins sinus x plus j cosinus x. Donc on peut encore écrire que la dérivée de cosinus x plus j sinus x, puisque la dérivation est une opération linéaire, que c'est la dérivée de cosinus x plus j que multiplie la dérivée de sinus x. Et le résultat, on vient de voir que ça devait être égal à moins sinus x plus j cosinus x. Donc on peut identifier les parties réelles et les parties imaginaires, et puisque la dérivation est une opération linéaire, ce faisant, on retrouve deux résultats importants. Le fait que la dérivée de cosinus x, qui correspond à la partie réelle, c'est moins sinus x, et que la dérivée de sinus x, qui correspond à la partie imaginaire, c'est cosinus x. Et là, on n'a pas eu besoin de faire appel au développement en série de Maclaurin, mais on retrouve bien les mêmes dérivées pour le cosinus et le sinus. Alors, on peut utiliser le même principe pour étudier les dérivées des exponentielles amorties. On considère alpha appartenant à R plus étoile oméga réel, et on définit le signal S de t de la façon suivante. S de t égale exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplie t, quel que soit t appartenant à R. Alors la dérivée de S par rapport à t, calculée en t, c'est la dérivée par rapport à t d'exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplie t. Et on a la dérivée à nouveau d'une fonction exponentielle composée. Donc c'est d sur dt de la phase, donc de moins alpha plus j oméga que multiplie t, que multiplie l'exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplie t. La dérivée par rapport à t de moins alpha plus j oméga que multiplie t, ça nous donne simplement moins alpha plus j oméga. Donc le premier résultat, c'est que d sur dt de s de t, c'est moins alpha plus j oméga que multiplie l'exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplie t, quel que soit t appartenant à R. Et par récurrence, on peut vérifier ce que je vous invite à faire, que la dérivée énième par rapport à t de s calculée en t, c'est moins alpha plus j oméga à la puissance n, que multiplie exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplie t, quel que soit t appartenant à R, quel que soit n appartenant à n étoiles. Or, on sait que l'exponentielle de moins alpha plus j oméga t, vu que l'exponentielle d'une somme c'est égal au produit des exponentielles, c'est encore exponentielle de moins alpha t que multiplie exponentielle j oméga t. C'est donc exponentielle moins alpha t que multiplie quoi ? Cosinus d'oméga t plus j sinus oméga t. Donc la dérivée d'exponentielle de moins alpha t plus j oméga que multiplie t, on sait que c'est moins alpha plus j oméga que multiplie exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplie t, mais on sait que c'est encore moins alpha plus j oméga que multiplie exponentielle moins alpha t que multiplie cosinus d'oméga t plus j sinus oméga t. Donc on peut encore écrire ça sous la forme d'exponentielle moins alpha t, facteur d'un terme réel qui est moins que multiplie alpha cosinus oméga t plus oméga sinus oméga t, plus j que multiplie oméga cosinus oméga t moins alpha sinus oméga t. Donc par identification des parties réelles et imaginaires, la dérivée d'exponentielle moins alpha t cosinus oméga t, qui correspond à la partie réelle de l'exponentielle de moins alpha plus j oméga t que l'on dérive. C'est simplement la partie réelle en fait de ce qu'on a trouvé juste avant. Donc c'est moins exponentielle moins alpha t, facteur de alpha cosinus oméga t plus oméga sinus oméga t. De la même manière, la dérivée d'exponentielle moins alpha t sinus d'oméga t, c'est exponentielle moins alpha t que multiplie la partie imaginaire, donc oméga cosinus oméga t moins alpha sinus oméga t. Donc soit s de t égale exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplie t, quel que soit t appartenant à R+. On a vu que d sur dt
de l'exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplié, c'est moins alpha plus j oméga que multiplier l'exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplié. Donc ce que l'on peut encore écrire, d sur dt de s de t est égal à moins alpha plus j oméga que multiplier s de t, puisque s de t c'est l'exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplié t. Donc on peut encore écrire ça sous la forme j oméga s de t égale alpha s de t plus d sur dt de s de t. Maintenant, s'agissant de la dérivée d'ordre 2. La dérivée d'ordre 2 par rapport à t de exponentielle de moins alpha plus j oméga facteur de t, d'après la relation de récurrence, c'est moins alpha plus j oméga au carré que multiplier l'exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplié t. Si on développe le carré, et si on identifie l'exponentielle avec s de t, on peut en déduire que la dérivée d'ordre 2 de s par rapport à t en t, c'est alpha 2 moins oméga 2 moins 2j alpha oméga que multiplie s de t. Alors, j oméga s de t, on a vu que c'était alpha s de t plus d sur dt de s de t. Donc la dérivée d'ordre 2 de s par rapport à t calculée en t, ça s'écrit encore alpha 2 moins oméga 2 que multiplie s de t moins 2 alpha facteur de alpha s de t plus d sur dt de s de t. Ce que l'on peut réécrire encore sous la forme d2 de s de t sur dt carré, c'est égal à moins facteur de alpha 2 plus oméga 2 facteur de s de t moins 2 alpha d de s de t sur dt. On obtient donc l'équation différentielle suivante, d2 de s de t sur dt carré, plus 2 alpha ds sur dt, plus alpha 2 plus oméga 2 facteur de s de t égale à 0. Et on rappelle que cette équation est directement déduite ou associée au modèle mathématique, s de t égale exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplié t, quel que soit t appartenant à R+. Si on change oméga en moins oméga dans la relation qui est là, vu qu'oméga n'apparaît que sous la forme oméga carré, changer oméga en moins oméga, ça ne change pas l'équation. Donc si on change oméga en moins oméga, l'équation différentielle ne change pas. Ce qui signifie qu'on a la même équation différentielle, associée au signal S2 de t, égale exponentielle de moins alpha moins j oméga que multiplié t, quel que soit t appartenant à R+. Cette équation différentielle correspond à l'oscillateur sinusoïdal amorti libre, que l'on rencontre tant en mécanique vibratoire qu'en électronique, par exemple. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que les signaux S1 de t égale exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplié t, et S2 de t égale exponentielle de moins alpha moins j oméga que multiplié t, quel que soit t appartenant à R+, sont tous les deux associés à la même équation différentielle, d2 de s de t sur dt carré, plus 2 alpha d de s de t sur dt, plus alpha 2 plus oméga 2 que multiplie s de t égale à 0. Si on suppose alpha nul, on retombe sur le cas de l'oscillateur sinusoïdal libre, dont l'équation différentielle s'écrit d2 sur dt2 de s de t plus oméga 2 s de t égale à 0. Donc qui est directement associé aux signaux S1 de t égale exponentielle j oméga t et S de dt égale exponentielle moins j oméga t, et ceci quel que soit t appartenant à R+. Alors pour vérifier en fait que vous avez compris et que vous savez utiliser ces résultats, vous pouvez vérifier ce qui se passe pour les signaux exponentielle moins j oméga t et exponentielle de moins alpha plus j oméga que multiplié t, ce qui se passe pour les signaux exponentiels de moins alpha plus ou moins j oméga que multiplié t plus j phi, reprendre cette étude pour les sinus amortis sans utiliser les exponentielles complexes. Pourquoi ? Parce que c'est une très bonne préparation à l'extension au cas des équations aux dérivées partielles, et donc aux équations de propagation d'onde. Alors dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à l'utilisation de tous les principes qu'on a vus sur la dérivation pour traiter les associations de composants passifs ou non en électronique. Donc ceci conclut cette vidéo de la série Renforcement en sciences.